Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode qui s'adresse à qui veut bien l'entendre, mais surtout à vous qui répondez presque 3 fois par jour à vos collègues. T'as essayé d'éteindre et de rallumer ? À vous qui dépannez les box internet et autres ordinateurs de votre famille parce que c'est un peu ton métier, non ? Et à vous dont la profession est encore rattachée à cet anglicisme dénoncé par l'Académie française, je cite, qui appartient au doigt se rapporte au doigt. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations ou clichés tirés d'une sitcom anglaise, alors vous travaillez peut-être dans le digital. Un mot qui veut à la fois tout et rien dire, parce qu'on n'explique pas assez ce qu'il y a derrière. Alors on a décidé de prendre nos responsabilités et de dédier 2 épisodes de notre podcast au métier du digital en agence, pour enfin comprendre ce que font énormément de personnes aujourd'hui. Et pour cela, nous allons laisser parler l'expérience en la présence de notre équipe de choc du jour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors autour de la table, nous sommes rejoints par Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va bien, merci. Je vais te laisser présenter ton voisin à ta gauche, en face de toi même, pour le lancer. En face de moi, j'ai Quentin. Comment ça va, Quentin ? Ça va très bien, et toi ? Très bien aussi, merci. Et on continue l'exercice. Quentin, qui as-tu à ta gauche ? Bonjour Geoffrey, tu vas bien ? Bonjour Quentin. Bienvenue autour de cette table, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'un podcast dédié autour d'un sujet qui d'énormément de thématiques, de société, de métiers et de choses qu'on va pouvoir découvrir tous ensemble. Alors pour commencer, j'ai envie de vous faire réagir à ce petit extrait de la désormais célèbre série Brute, que vous avez peut-être déjà entendu. Et je reçois beaucoup d'appels du digital. Le digital, c'est des gens qui travaillent dans l'informatique mais qui savent pas se servir d'un ordinateur. Allô ? Alors au-delà du fait que ce sketch est franchement marrant et que je peux que vous recommander d'aller le voir, le lien sera en commentaire. Moi, cette phrase elle m'a fait pas mal réagir quand je l'ai entendue. C'est un épisode qui est sorti pendant le confinement. Ça vous évoque quoi, déjà le mot digital à vous ? Qui démarre ? Les internets ? Ouais, digital, on a déjà eu... je sais que moi j'ai déjà eu des retours, des gens qui disent non, mais digital c'est lié au tactile. Au-delà de ça, ton métier c'est pas du digital, c'est du numérique, un sens plus large. Donc je sais qu'il y a toujours cette confrontation entre le mot digital et le mot numérique. Il y a beaucoup aussi d'anglicisme dans ces métiers-là. Donc ça aussi c'est débat également. Mais pour moi, oui, je rapproche digital et numérique, qui sont des métiers du web finalement, de tout ce qu'on va pouvoir trouver en ligne. Voilà pour ma définition. C'est une belle définition, je trouve. Quentin, est-ce que tu as des éléments pour compléter celle-ci ? Je rejoins Jordan là-dessus. Pour moi, le digital, c'est se dire que c'est un autre monde. Donc c'est vraiment le monde numérique, c'est le monde écran, c'est le monde de l'information, c'est le monde du partage, de la collaboration, tout ça. C'est vraiment le virtuel. C'est ça qui est intéressant, on a le monde tactile, le monde physique qu'on voit autour de nous, mais ce même monde qui est reproduit avec ses propres codes directement dans tout ce qui est numérique, dans le binaire. Et c'est très dur à quantifier, mais oui, pour moi, c'est cette vision-là. C'est beau. Ouais. Non, moi, je suis assez d'accord avec Quentin. C'est finalement, alors, sans forcément les opposer, et on reviendra peut-être sur le sujet tout à l'heure, mais il n'y a pas le monde réel et le monde irréel, parce qu'aujourd'hui, le digital est partout. Mais en effet, et je rejoins mes deux compars, c'est le fondement même du digital, c'est le développement d'Internet et de tout ce qu'on peut y faire, de bien comme de moins bien, mais c'est clairement tout ce champ des possibles, de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, de ce que ça nous ouvre demain comme monde à découvrir. Donc c'est hyper stimulant, quoi. Plein de métiers différents, et c'est vrai qu'on n'a pas commencé dans la présentation par peut-être définir vous, quels sont vos métiers, vos fonctions ici à l'agence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Jordan, peut-être pour commencer ? Alors moi je suis chef de projet digital à l'agence, aussi une casquette de traffic manager. Est-ce que derrière j'approfondis, je dis en quoi ça consiste ? Carrément, oui, Okay. je pense. Du coup, la partie chef de projet digital, j'interviens sur l'arrivée d'un projet, d'une demande au sein de l'agence, d'un client qui rencontre un besoin numérique, soit une transformation digitale, création de site internet, refonte ou accompagnement, parce que ce client ne sait pas trop où se diriger, il aimerait avoir des conseils ou autre. Donc j'interviens à ce niveau-là, sur cette prise de brief et sur l'organisation du projet avec les ressources en interne. Donc on verra notamment après avec l'intervention de Quentin, mais on est doté de plusieurs ressources techniques, que ce soit créatives, que ce soit techniques sur du développement. Et moi, mon rôle est vraiment d'organiser toutes ces parties-là pour mener à bien le projet, que l'ensemble des livrables qui sont fournis correspondent aux attentes du client dans des délais impartis, au budget aussi lié que le client peut avoir, et avec pour objectif final de
d'atteindre des objectifs qu'on aura pu fixer en amont avec le client, tant qu'ils soient quantifiables ou non, hein, mais atteindre certains objectifs, ouvrir de nouvelles perspectives à nos clients sur ce volet numérique. Et apporter aussi, au-delà de ça, comme je le disais, du conseil, mais aussi de la pédagogie. Le monde du numérique, c'est un monde qui est en constante évolution. Et notre rôle à nous aussi, c'est de savoir orienter nos clients en fonction de ces évolutions, d'être pédagogue sur ces évolutions-là aussi. Et du coup, cette dimension-là, on doit l'avoir en tant que chef de projet digital, on doit l'avoir au quotidien également. Alors pédagogie, ça me fait repenser à avant-hier, pour passer la parole à Quentin, faire preuve de pédagogie. On était en workshop donc il y a 2 jours chez un de nos clients, donc Sève Mobilier, que l'on salue chaleureusement, qui nous a accueillis dans ses locaux pour un workshop de lancement d'une mission, et donc d'expliquer aussi ces différentes étapes, dont évidemment, donc, au-delà d'une mission de refonte de site internet, les étapes de wireframing, de maquette, de design, de parcours utilisateur. Toi, Quentin, tu es vraiment spécialiste de ce domaine-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, donc moi, je suis au poste de lead UX/UI. Grossièrement, je m'occupe de l'ergonomie et aussi du design. Faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure sur le site internet et que l'interface puisse justement appuyer cette ergonomie. En termes de pédagogie, je suis clairement d'accord. En fait, moi, je suis quand même un peu vieux, j'ai 35 ans, ça fait 10 ans que je fais ça. Et avant, j'étais plus web designer. Et le web designer, c'était vraiment la personne qui s'occupait de l'ergonomie et du design, mais tout seul de son côté. On faisait nos petites maquettes, et puis après, le développeur, il arrivait, il fallait qu'il développe, mais il n'était pas censé comprendre le concept. Tu vois où sont les boutons, les images, tu les cales et tu poses pas de questions. Donc, il n'y avait pas vraiment d'échange. Ce qui vient maintenant, avec un peu cette nouvelle structuration du métier, c'est qu'on a vraiment une personne qui est dédiée à l'ergonomie, qui fait des recherches, qui analyse vraiment les cibles, et en fonction de ça, qui va apporter des réponses sur l'aménagement des informations dans les pages, sur les fonctions qu'il faut installer. Ça demande beaucoup de connaissances, notamment aussi dans le développement, ce qu'il est capable de faire au niveau de tout ce qui est navigation, tout ce qui est interaction. Mais ça ne demande pas forcément de connaissances en design. Un UX peut forcément savoir un peu designer pour faire des wireframes, donc des plans de site, pour dire les boutons, il faut absolument qu'ils soient là. Là, faut mettre un slider, un carrousel. Faut bien mettre en avant le titre, faut créer du mouvement, faut créer de l'attention. Et en fait, derrière, il y a le couplage avec tout ce qui est donc UI pour le design. En fait, il faut que le designer puisse rajouter, on va dire, la petite touche séduction à toute cette communication, toute cette interaction qu'on a avec les utilisateurs. Donc demain, on peut avoir une superbe ergonomie, mais si on a quelque chose de très chiant, je vais dire, de très monotone, on va pas marquer en fait. Donc ce qui est vraiment intéressant dans cette évolution, donc c'est la segmentation de ces options. Et c'est aussi le fait que maintenant, on puisse vraiment interagir avec les développeurs et clients. Avant, on avait un client, on allait voir ses concurrents, on faisait une petite pige, et puis on disait, au bout de 3 mois, vous levez vos maquettes, est-ce que vous aimez ou pas ? Donc là, le client nous dit non. Alors, on vient de perdre 3 mois de boulot parce qu'on n'a pas échangé avec lui. Et donc là, on va devoir lâcher le mot un moment, mais c'est le côté agilité. Donc le côté collaboratif, c'est vraiment intégrer le client dans le processus de réalisation. On est vraiment dans le design service où on ne fait pas notre petite popote de notre côté. On crée les wireframes qui vont nous permettre vraiment de pouvoir réunir toutes les informations, être sûr qu'on n'a rien oublié. Pouvoir échanger avec le client en disant est-ce que ça vous ressemble, est-ce que ça fait partie des choses qui vont pouvoir faire qu'on va atteindre le but que vous êtes fixé avec votre refonte. Parce que maintenant, c'est pas une question d'être juste sur Internet. C'est pourquoi on va être sur Internet et qu'est-ce qu'on veut apporter à nos clients en étant sur Internet. C'est pas juste avoir une fiche de contact un peu animée avec des photos, ce genre de choses. C'est des transformations qui sont récentes finalement, parce que c'est vrai que en plus, au quotidien, on travaille beaucoup ensemble, en collaboration, et c'est vrai qu'en plus, avec les outils qu'on a maintenant, on peut vraiment intégrer le client dans le process, avoir des commentaires des autres, plein d'éléments interactifs dans les projets. Et en parlant de projet, justement, peut-être Geoffrey sur cette partie-là, parce qu'on a parlé de réseaux sociaux, on a parlé de sites internet, donc bien sûr on est dans le numérique, mais est-ce qu'on pourrait faire une petite définition des types de projets que nous, parce que c'est des choses que l'on connaît, que nous on fait ici à l'agence ? Non. On va regarder, c'était sympa. Si, non, mais non, j'aime bien ne pas répondre aux questions, donc du coup je vais faire mon homme politique. Ou alors je vais poser les questions à ta place, ça c'est pas mal aussi. Non, mais au-delà des types de projets, en fait, c'est une question que nous posent souvent nos clients, enfin surtout les prospects qu'on rencontre, nos futurs clients. Cette espèce d'inventaire à l'après-vert de tout ce que vous êtes capable de faire. Et ce côté catalogue, c'est vrai que
Je suis assez mal à l'aise avec cette notion parce que finalement, n'oublions pas que les enchanteurs, en tout cas la manière dont on porte le digital, le numérique, on va pas faire le débat, mais on va dire le numérique, comme ça on n'aura pas de commentaires par rapport au doigt. Mais de la manière dont on porte les transformations numériques de nos clients chez les enchanteurs, c'est avant tout à travers une dimension conseil. Et Quentin le disait, on n'est plus dans une logique purement de on produit, on a un cahier des charges et on livre le client pour ce qu'il a commandé. C'est-à-dire que la forte révolution, alors avec mon expérience qui somme toute est limitée, mais ça fait 10 ans que je suis et pilote des projets de transformation digitale, donc ça commence à faire en tout cas un assez bon regard dans le rétroviseur pour tirer des premières conclusions. Il y a 10 ans, l'enjeu et ce que recherchaient les clients, c'était des agences capables de faire. Donc, on était vraiment sur la technique pure et la technique était souvent une limite. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à là où nous permettait la technique d'aller. La véritable transformation de ces dernières années, c'est que la technique est devenue non plus un frein parce qu'on est quasiment en capacité de faire à peu près tout. Alors après, Quentin me répondra, ça dépend le budget, mais oui, on est en capacité sur le web de faire à peu près tout ce qu'on veut. En tout cas, et si on n'est pas capable de faire, on peut trouver les moyens de le faire assez facilement. En tout cas, de trouver les éléments pour le faire. Et donc, c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, il est plutôt cette dimension conseil et cette capacité à accompagner et à se poser les bonnes questions. C'est là aussi où Quentin a notamment un rôle extrêmement important au quotidien auprès des clients, qui est non pas le fait d'avoir un livrable qui fonctionne et qui répond à un besoin, mais bien de se poser les bonnes questions. Et dernier point, pour toujours pas répondre à la question, c'est j'ai le sentiment, et c'est vraiment ce qui me plaît, à la base je suis pas du tout un technique, et c'est vraiment le conseil qui me fait triper, vibrer, mais il est clair que j'ai le sentiment, mais là pour le coup j'ai envie de reposer la question à Quentin qui a aussi une expérience de plusieurs années sur ces sujets-là, que le numérique n'a jamais été aussi humain finalement, parce que le rôle aussi des UX, UI et même la manière dont on approche aujourd'hui les projets web, finalement on a remis l'humain au centre vraiment du sujet, c'est-à-dire on s'intéresse aux utilisateurs, on s'intéresse à ceux qui vont aux usagers d'un site ou à leurs pratiques, et finalement là où en introduction on se contredit un peu, finalement en intro on dit finalement le numérique, le digital c'est ce qui n'est pas dans le monde réel. Moi, la transformation que je vois et que je vis depuis, en particulier, ces 5 dernières années, c'est finalement le digital qui redevient hyper centré sur l'humain. Et en l'occurrence, nous qui venons historiquement du métier vraiment de la com, et là, Thomas, je te renvoie aussi le sujet, mais même quand on revient aux fondamentaux de la théorie de la com, on revient vraiment finalement où le digital devient un élément de communication central pour les marques et les entreprises, et où finalement on se repose la question de qui sont nos cibles, qu'est-ce qui les fait vibrer, quelles sont leurs pratiques et comment on les intègre dans les processus de création. Et là, ça commence vraiment à devenir extrêmement intéressant. Je n'ai toujours pas répondu à la question. Tu as fait mieux que ça pour relancer une question. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ça fait un petit peu de transition et ça renvoie la balle à Quentin un petit peu sur le sujet. C'est-à-dire que comment toi, tu as vu l'évolution de ton métier ces 10 dernières années, justement Clairement, pour moi, il faut le voir de deux manières différentes. Il y a le fait de l'ouverture de l'information de chacun. Il n'y a plus les agences qui travaillent chacun de leur côté. On a beaucoup d'articles qui parlent de process. Demain, quelqu'un a une super solution pour bien faire les projets. Il va pas se garder ça tout seul. Il va créer un article Medium, il va faire des tutos vidéo, il va lancer des questions sur les bonnes pratiques, parce que la plupart du temps, c'est quand même des gens passionnés. Donc, ils sont pas là pour faire Bon, bien sûr, l'argent, c'est important, mais ils sont là pour améliorer justement le domaine, que ce soit par des fonctions, que ce soit par des nouvelles pratiques qui peuvent un peu révolutionner le processus pour le client et aussi pour l'agence. Et tout ce côté-là, il est vraiment entretenu sur le fait que maintenant, il y a aussi le côté logiciel, où avant, on mettait tout en offline. Donc vraiment, pas besoin d'avoir Internet, tu installes ton logiciel, tu le fais. Par contre, tu fais ça tout seul de ton côté, tu partages rien. Aujourd'hui, on a des logiciels comme Figma, qui permettent vraiment de pouvoir collaborer avec les développeurs, les clients et aussi les chefs de projet. C'est-à-dire qu'au lieu de lui envoyer une image et de lui dire tu regardes et tu me dis ce que tu en penses, là on peut faire une visio, on peut être l'un à côté de l'autre et voir en live un curseur qui montre vraiment ce qu'on a voulu faire dans la maquette. Est-ce que ça répond au client? Est-ce que derrière les développeurs peuvent le faire? Est-ce qu'ils n'ont pas une meilleure solution? Parce que même si on fait de l'ergonomie et qu'on fait du design, derrière on a des développeurs qui ont des connaissances, qui ont travaillé sur plusieurs projets, qui vont aussi un peu chercher sur CodePen ou des sites de partage
de CSS, de JS, et pour arriver à dire que ils peuvent proposer, eux, leur alternative, et ça peut être aussi une bonne alternative. Et c'est notamment aussi avec le client, le fait de pouvoir lui faire partager tout de suite les maquettes, qu'il puisse noter les commentaires dessus, faire des retours, lui présenter en visio, lui présenter en réunion, ça permet aussi de pouvoir mettre le doigt sur des choses on serait passé à côté. Même si on a des clients et qu'on est entièrement dédié sur le projet, on a plusieurs projets en même temps. Donc des fois, on a un peu peur de confondre. On se dit, il y a une bonne pratique sur tel site, on va la reproduire sur l'autre. Ça peut être bien pour certaines choses, mais des fois, ça peut un peu parasiter le message et le but du site. Donc c'est pour ça qu'avec le client, ça permet de recentrer et d'atteindre vraiment le but qu'on s'était fixé dès le départ. Donc moi, le côté collaboratif, le côté humain, je le ressens vraiment plus depuis 3-4 ans, que vraiment au tout début où je commençais à faire du graphisme sur Internet ou dans les autres agences, quoi. C'est assez récent, oui. Ouais, du coup, si je peux ajouter... sûr. Non, mais pour apporter un peu d'éléments aussi par rapport à ce que disait Quentin, c'est vrai que pendant longtemps, enfin, et c'est encore le cas sans doute dans certaines agences qui sont des purs players du digital et centrés sur la technique, les agences de manière générale, c'est valable sur le numérique, mais aussi sur d'autres métiers autour de la création de marques ou des territoires de com, c'est de penser que le travers de penser qu'on doit garder jalousement notre expertise parce que le client achète cette expertise et donc si on lui donne, il n'a plus rien à acheter. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est vraiment sur le numérique où moi j'en ai pris conscience, c'est que plus on est pédagogue, plus on accompagne les clients pour monter en compétences et les faire grandir, plus ils sont fidèles. Il y a quelques années, certains avaient peur que créer des sites administrables, ça fasse en sorte que les clients ne reviennent plus parce qu'il peut gérer lui-même son site. On crée des sites administrables, on forme les clients et pour autant ils reviennent parce qu'ils y prennent goût, parce qu'ils comprennent les enjeux, parce qu'ils sont acculturés et du coup ils comprennent l'intérêt d'investir et de se faire accompagner par des professionnels et c'est hyper stimulant. Quentin parlait de dimension collaborative et le fait de mettre à dispo son savoir-faire, c'est finalement essentiel parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de constater au fil des mois ou des années un client qui monte en compétence, qui devient lui-même un expert, y compris dans son organisation, ce qui est top d'un point de vue humain, et qui du coup devient vraiment un partenaire et un acteur de sa transformation numérique parce qu'on a été capable de l'accompagner sur ces sujets-là. Et là, en effet, c'est une vraie transformation, c'est un vrai changement de culture. Et pour le coup, c'est vraiment, on parle d'éducation avec le client. C'est qu'au départ, il vient pour un site, et nous, ce qu'on lui apporte, c'est un savoir, et lui expliquer pourquoi il en a besoin. On parle de graphisme, mais il y a aussi tout ce qui est trafic, tout ce qui est données. Donc je laisserai la parole à Jordan, mais tout ce qui est données, et c'est de se dire, on leur parle de Google Analytics, on leur parle de taux d'ouverture, ce genre de choses. Pour le coup, ils comprennent pas, mais quand on leur fait comprendre la logique, tout de suite, ils se disent, ah ouais, donc on peut en faire vraiment quelque chose de ces données, et ça peut nous aider vraiment à être connus. Donc, c'est ça, tout à fait. Et je pense que l'échange avec nos clients, la pédagogie et cette notion de collaboration, elle est au centre de tout projet et tout au long du projet. On va pas monter tout un site de notre côté, le livrer, dire au client voilà, le site est fait, point. Bien au contraire, c'est tout l'inverse. C'est chaque étape du projet est co-construite en fait entre nous et le client, son besoin, ce que nous on aura pu détecter comme enjeu technique aussi. Et toute cette construction se fait entre nos clients et l'agence. Et quand on parle d'humain, c'est vrai que là, on a parlé des clients et on a parlé également des clients de nos clients, dans le sens où on propose, tu le disais Quentin, des solutions, d'apporter des fonctionnalités pour répondre à une problématique, à des éléments comme ça. Et finalement, l'humain, l'apprentissage et cette notion de collaboration, tu disais, il y a vraiment cette fonction d'éducation qui est vraiment fondamentale. Comment ça se passe au quotidien ? Est-ce que c'est ouvert à tous les types de structures, par exemple ? Je me dis, est-ce qu'une PME peut se faire accompagner au même titre qu'un grand groupe, par exemple, sur des sujets comme ça ? La question est pour moi. Ok, elle est pour tout le monde. Oui, après, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas un acteur qui n'est pas concerné par les transformations numériques. Alors évidemment, les premiers à étaler sur ces sujets-là sont plutôt des acteurs du B2C, des gens qui vendent à des particuliers. On utilise encore des acronymes, donc
encore passer pour des gens qui sont du jargon, mais les acteurs notamment du B2B ont pour certains mis plus de temps à y aller parce que leur mode de commercialisation de vente était plutôt tourné là aussi vers l'humain, vers la recommandation, vers le réseau. Et c'est vrai que depuis quelques années maintenant, et avec l'année qu'on vient de vivre, enfin, les quelques mois qu'on vient de vivre, sur lesquels je ne reviendrai pas, beaucoup d'acteurs ont mesuré aussi que la transformation des modes de commercialisation en B2B impliquait que leurs outils numériques, c'est pas uniquement le site, c'est-à-dire que, ok, c'est bien d'avoir un site, mais il faut qu'il soit connecté avec l'ensemble de l'écosystème numérique de l'entreprise. Le commerce, lui aussi, se digitalise. Donc il est clair que toute structure aujourd'hui qui vise à se développer, à pérenniser son activité, à conforter, enfin peu importe la situation dans laquelle elle est, qu'elle se lance ou qu'elle existe depuis un siècle ou 2 siècles, a besoin de se faire accompagner sur ces sujets-là. Et par définition, on est une agence conseil, on est un acteur extérieur, et donc on a une formidable chance pour les accompagner, qui est inhérente à notre posture, qui est nous sommes extérieurs. Donc par définition, on va mettre très rapidement le doigt là où ça fait mal, ou en tout cas on va mettre le doigt sur les choses que le client ou que l'interlocuteur du quotidien ne voit pas parce que il y a un certain nombre de biais, il appartient à l'entreprise, il évolue dans un écosystème qui est celui de son organisation, et donc il ne les voit pas. Donc on a déjà cette chance-là, c'est d'avoir un regard extérieur, donc ça n'a pas de prix, clairement, et on œuvre vraiment au quotidien pour que les équipes, même au bout de plusieurs mois, plusieurs années de collaboration avec un client, conservent justement ce regard extérieur, ça c'est vraiment essentiel. Et après, c'est juste une question de dimensionnement, et aujourd'hui le digital, et notamment, le numérique, pardon, notamment, corrigez-moi à chaque fois, le numérique, de par le fait qu'on est en capacité de mesurer, permet aussi rapidement de s'inscrire dans une logique gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on met en place des actions petites, moyennes, et en fonction du retour sur investissement, elles vont financer les actions suivantes. Donc si on est petit, on va mettre des actions petites, et puis à mesure que l'entreprise va se développer, notamment grâce à nous, elle sera d'autant plus demandeuse. Donc en effet, il n'y a pas aujourd'hui de limite, tout comme, c'est un autre point aussi, on a très longtemps, moi j'ai été confronté à des acteurs, notamment dans des secteurs non marchands, voire des structures publiques, parapubliques, ou même sur des grandes causes ou des sujets sociaux, qui étaient frileuses à l'idée d'aller sur les sujets numériques parce que un certain nombre d'outils ou de leviers étaient plutôt étiquetés très grande consommation, très mass market. Et moi, ce que j'adore vraiment au quotidien, c'est d'aller chercher des mécaniques ou des éléments de langage liés à de la consommation de masse, avec tout ce que ça implique d'un point de vue éthique, et de les appliquer sur des sujets, des causes nobles. De parler de sujets de taux de conversion, d'acquisition de tunnels de vente, c'est des mécaniques qui sont tout à fait applicables sur le fait d'aller chercher des dons pour des associations, de recruter des jeunes pour de la formation. Et donc en fait, on s'imprègne aussi de toute cette culture marketing-com pour vendre des produits dont les clients n'ont pas besoin. On l'applique sur des causes et des sujets à impact. Et ça, pour le coup, c'est vraiment... on peut parler de victoire, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui, moi, au quotidien, me stimule, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'un côté le secteur marchand et de l'autre ce qui serait non marchand et donc un peu déconnecté de ces sujets-là. Donc on dit juste sur ce que Geoffrey disait sur la partie acquisition de clients, pour nos clients, enfin, acquisition de clients pour nos clients, du coup, qui est une demande qu'on a aussi sur divers sujets, sur la partie aussi référencement, naturel ou payant. Et ce que disait Geoffrey, c'est que c'est des sujets qui s'adaptent à tout type de structure, PME, TPE ou grands groupes ou associations ou autres. Il n'y a pas de barrière numérique à ce niveau-là. Et pour le coup, nous, en tant qu'agence, on sait proposer les stratégies les plus efficaces possibles en fonction de besoins de nos clients et de leurs ressources. On a parfois des questions de nos clients qui disent j'ai un besoin de visibilité en référencement naturel et aussi en référencement payant. Cependant, j'ai peur de ne pas avoir un assez gros budget pour faire du référencement payant. Et ça, il n'y a pas de budget minimum requis en fait pour ces choses-là, dans le sens où on peut organiser une stratégie qui va être la plus efficace possible en fonction du budget de nos clients. Il n'y a pas besoin d'être un grand groupe international pour être bien référencé sur le domaine numérique, sur le web, et être visible. Donc là-dessus, c'est aussi quelque chose sur lequel on sait se positionner, sur lequel on sait conseiller et construire des stratégies en lien avec l'ADN de nos clients. C'est vrai qu'on peut lire un petit peu tout et n'importe quoi en ligne justement sur ces sujets-là. Et pardon, je te passe.
C'est vrai qu'on se rend compte aussi que pas tous, hein, mais une partie des clients, des personnes, des interlocuteurs qui nous contactent, sont dans une situation finalement où aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de communiquer, en particulier sur le web, mais il y a tellement de choses, tellement d'innovations presque quotidiennes que les clients ne savent plus à quel sein se vouer, dans quelle direction partir, et donc ils sont un peu submergés par cette espèce de mur qui se forme devant eux, et résultat, la plupart viennent nous voir en disant on ne sait pas, on a fait un peu de SEO, on a essayé de faire du référencement nature, du payant, mais on s'est posé la question de refondre notre site, et puis en fait finalement on sait tellement pas dans quelle direction on doit partir qu'on fait rien. Et en fait ça c'est la pire des situations, finalement c'est il n'y a aucune marque aujourd'hui qui peut dire être irréprochable sur l'ensemble des éléments liés au numérique, clairement. En tout cas, s'il y en a une, je laisse commenter le podcast et on ira vérifier. Non, blague à part, il y a tellement d'évolutions qui sont quotidiennes, ne serait-ce qu'en référencement naturel, le Google qui change son algorithme tous les 4 matins sans forcément prévenir ni les agences ni les entreprises qui sont sur le web, qu'aujourd'hui, la bonne marche à suivre, c'est avant tout d'avoir une stratégie, donc d'avoir une vision à long terme, d'être à l'écoute de ce qui se passe et de comment évoluent vos supports sur le web, c'est-à-dire de vraiment d'avoir ces indicateurs. On parlait de pas mal de data, mais les indicateurs, aujourd'hui, de la data, il y en a partout. Et en fait, si on avait un conseil à donner, c'est choisissez les bons indicateurs, il faut les suivre. C'est-à-dire que si c'est avoir des indicateurs pour qu'ils soient rangés dans le coin d'un dashboard ou d'un Google Analytics, ça ne sert à rien. Mieux vaut avoir quelques indicateurs hyper ciblés que le client comprend, que les équipes en interne s'approprient, et qui vont permettre de piloter et de faire des choix. La difficulté aujourd'hui, c'est de faire les bons choix. Et si on a les bons indicateurs, on est en capacité de voir ce qui fonctionne moins, de comprendre pourquoi ça fonctionne et dans ce cas-là de développer. Et si ça ne fonctionne pas, de se dire pourquoi, est-ce qu'on peut corriger ou est-ce qu'on abandonne cette action qui ne fonctionne pas pour des raisons X ou Y. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est essentiel. Et je sais pas si c'est prévu au planning du podcast, mais si on avait des petits conseils à donner à des clients ou des prospects qui se posent des questions, qu'ils soient PME, TPE ou grands comptes, peu importe, finalement, on est tous dans les mêmes, on rencontre tous les mêmes challenges face à ces changements profonds. C'est finalement aussi de pas se laisser abuser par tous les gourous du numérique qui apparaissent chaque jour et qui dictent le sens du vent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'impose expert en ci, en ça, et à grands coups d'anglicisme et de jargon, on a tendance à faire une espèce d'écran de fumée, et ça, clairement, le conseil, en tout cas, moi, je me bats aussi pour ça au quotidien, là, plutôt sur la casquette dirigeant, mais il faut clairement, si vous comprenez pas ce que votre agence, que ce soit une agence web, une agence de référencement, peu importe, si vous comprenez pas ce que vos interlocuteurs agences vous expliquent, fuyez. C'est-à-dire que, et y compris, je lance aussi un message, du coup, là, je prends un gros risque, hein, mais je lance un message aussi à nos clients. Si aujourd'hui, on vous explique des choses et que vous ne les comprenez pas, envoyez-nous un mail, mais sinon fuyez. En tout cas, non, mais c'est clairement cette logique où, en tout cas, il faut que ce soit le plus pédagogique possible. Évidemment que le client qui va travailler avec Quentin sur les sujets UX, UI, va pas devenir UX ou UI designer du niveau de Quentin, qui en plus est quand même très bon, mais pour autant, il doit comprendre. Il doit comprendre les éléments. Alors oui, on peut l'appeler le hero, le header, la tête de lettre. On s'en fout. Rien que le header et le footer, tu perds les gens déjà. Quoi. Ben ouais. Et en fait, clairement, peu importe. Hein, on n'est pas là pour reprendre un client qui va penser que le header, ça s'appelle le haut de page. Bah, c'est tout. Tant qu'on est d'accord sur les éléments, j'ai envie de dire, après, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, attention à l'excès d'expertise et à se faire un peu enfumer sur des éléments qui sont juste une espèce de surenchère d'experts. Et où au final on perd de vue la finalité qui est le projet du client, et très souvent on perd aussi de vue le client du client. C'est là qu'on retrouve vraiment cette dimension humaine liée à la thématique, c'est maintenir ce lien, et c'est un bel appel qu'on lance ici, c'est continuer toujours à questionner les choses, à se poser des questions et n'a pas hésiter à dire si on ne comprend pas en tant que client ou prestataire ou qui que ce soit, d'aller poser la question, et si la réponse est bonne, c'est toujours plus préférable. C'est là aussi où clairement il y a un enjeu, c'est que ce qu'on défend nous, c'est une posture de conseil, et c'est aussi le choix qu'on fait de se staffer en termes d'expertise diverses. C'est finalement beaucoup de clients ne savent pas ce dont ils ont besoin, et j'ai envie de dire tant mieux.
ce qu'on rencontre, nous, notre rôle, c'est on est des médecins généralistes, on est là pour faire un diagnostic et ensuite l'orienter vers les spécialistes. Et donc, c'est aussi, on vend pas ce qu'on a en stock. Et donc, cette phase de diagnostic, elle est vraiment essentielle. Et nous, là où on est, là où à la fois on est bon et là où on s'éclate, c'est justement le client qui arrive avec une problématique assez claire, en tout cas un objectif, et ensuite, posons le cadre, regardons ce qui a été fait, regardons ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché, et écrivons ensemble cette feuille de route, en tout cas, cette direction à prendre, et c'est là où on va aller chercher les différentes expertises, et c'est là où finalement on va injecter de l'humain à travers le client évidemment, mais aussi qui sont ses interlocuteurs, qui sont ses clients. Juste pour petite précision, Quentin a peut-être exactement le chiffre en tête, mais par exemple, dans beaucoup de clients, de sites font des tests utilisateurs sur des phases de création ou de refonte. En fait, on s'est rendu compte, alors c'est pas moi, c'est de manière générale, le chiffre exact, il faudra le vérifier, mais on s'est rendu compte que sur des sujets UX, UI, si on interroge à peu près entre 8 et 12 personnes, je crois, je connais plus les chiffres exacts, on règle 80% des points bloquants sur un site. Alors, pas besoin de faire des études de marché, des études énormes avec des panels et du ice tracking. Vous réunissez, en plus on peut le faire maintenant parce qu'on est en train de se déconfiner, de se démasquer. Vous réunissez soit en one-to-one ou vous réunissez 8 utilisateurs d'un site dans une pièce. Vous les faites naviguer sur le site et ils vont vous trouver 80% des points bloquants en termes d'ergonomie, en termes de design. Clairement, ça coûte pas des milliers d'euros à mettre en place. Donc, il y a aujourd'hui, il y a aussi une logique de pragmatisme et de besoin de vraiment d'associer. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, posez la question aussi à qui sont vos utilisateurs, à vos clients. Moi, je suis effaré de me rendre compte que certaines entreprises, même qui fonctionnent très bien, ne posent pas la question à leurs clients de pourquoi ils bossent avec vous, pourquoi ils achètent chez vous. Une méconnaissance du client. Et donc, ce qu'on pousse sur le numérique, c'est on a les outils, on a les moyens techniques qui permettent aujourd'hui facilement de collecter ces avis, de collecter ce retour sur l'expérience. Donc, c'est une mine d'informations dont il ne faut pas se passer, quoi. Et ce sera un bel appel pour se diriger vers la fin du podcast, c'est-à-dire si vous vous sentez perdu sur cette thématique numérique ou digitale, c'est normal, c'est pas grave, et surtout c'est une super opportunité pour questionner de nouveaux projets, questionner votre activité et aller rencontrer de nouveaux interlocuteurs, tout simplement. Jordan, Quentin, peut-être que vous avez un petit mot de la fin pour conclure ce podcast ? Moi, je trouvais ça très complet, donc j'ai rien à ajouter du tout. J'espère que ça vous a plu. Oui, C'était très cool. même s'il n'y avait pas de jeu. Oui, c'est vrai. Le jeu. Voilà, quelques quiz, plan de tagage. Ouais. C'est sympa, ça. Ouais. À prévoir. De toute façon, je Ça- sens Il peut y avoir un podcast jeu. Ah. Un de ces quatre. Un podcast quiz. Ouais. une rubrique Actu Quiz de la part de Jordan bientôt qui va se lancer sur le podcast. Je le Allez. pressens. Ça marche. Merci à vous pour votre participation et on se retrouve dans un prochain épisode. Bientôt. Souscrivez un abonnement. Oui, et puis regardez plutôt le nôtre que celui des collègues, comme ça on aura plus de vues et on pourra crâner dans le bureau. C'est Lâchez un encore plus like. pratique. Lâchez un like, un pouce, un bleu, un commentaire. Les vacances se rapprochent de plus en plus. Le dernier rush va bientôt arriver avant de partir pour cette période estivale. Et ce sera le sujet du prochain épisode. On va se demander si la com part en vacances avec nos futurs invités qu'on vous dévoilera dans le prochain épisode. Alors pour ma part, c'est dans le prochain. Ok. Ah, j'étais parti moi. On est parti, on fait des épisodes à la suite. En fait, on enregistre, on vous l'a caché. Merci à toutes et à tous. Merci à tous pour votre participation. Et on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.